Bonjour. Alors qu'est-ce qui se passe quand on fait se rencontrer deux mondes que tout semble opposés? D'un côté, les ressources humaines, et de l'autre, la psychanalyse. Ça peut paraître surprenant, c'est vrai, c'est pourtant la proposition radicale qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Une idée qui pourrait bien tout changer dans notre façon de voir la performance en entreprise. Préparez-vous, ça va secouer un peu les idées reçues. On va commencer par un chiffre qui met tout de suite les choses au clair. Investir dans le bien-être, ce n'est pas juste une question de confort, c'est un levier de performance, très concret. Une petite amélioration de la qualité de vie au travail et hop, on a un gain direct de 7% sur la performance durable. C'est presque mécanique, un retour sur investissement qui est à la fois humain et bien sûr financier. Mais il faut aussi regarder l'autre côté de la pièce. Le coût de ne rien faire, lui, il est tout aussi direct. Et il est brutal. Un seul salarié qui ne va pas bien, eh bien c'est un tiers de son engagement qui part en fumée. L'enjeu, ce n'est donc pas seulement d'aller chercher de la performance en plus, c'est surtout d'éviter que tout s'effondre. Cette tension entre le gain et la perte, ça nous amène directement à notre premier point. Parce que derrière ces chiffres, ce n'est pas juste une vague de burn-out qu'on observe. Non, c'est bien plus profond. C'est une véritable crise de sens. L'impact du désengagement, il est multiple. La perte d'engagement, c'est le symptôme le plus évident. Mais regardez ce chiffre, 45% de perte dans la recommandation. Ça veut dire que la réputation de l'entreprise est grignotée de l'intérieur. Et ça, bien sûr, ça alimente directement la hausse du turnover, qui est un coût très direct et très facile à mesurer. Jusqu'à présent, la vision RH traditionnelle du désengagement, c'est un peu ça, une liste de symptômes qu'on peut observer. La motivation qui baisse, la productivité qui chute, c'est une description de ce qui se passe en surface. On décrit le quoi, mais on ne s'interroge pas vraiment sur le pourquoi. Et c'est là que notre alliance devient intéressante. Parce que la psychanalyse, elle, va beaucoup plus loin. Pour elle, le désengagement n'est pas une simple baisse de morale. Non, c'est un mécanisme de défense. On parle de retrait narcissique. Pour le dire simplement, c'est comme si l'individu mettait son esprit en veille, en mode protection, parce qu'il se sent dans une organisation qui ne reconnaît pas qui il est, sa singularité. Et là, ça change tout. Le problème, ce n'est plus l'employé, c'est le système. On attaque notre deuxième partie, le diagnostic invisible. Pourquoi est-ce que les anciennes méthodes RH ne fonctionnent plus vraiment? Eh bien, tout simplement parce que les règles du jeu ont complètement changé. Et le grand changement, le voici. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, elle gère la quasi-totalité des tâches administratives, la paperasse, tout ce qui est répétitif. Mais attention, ça ne veut pas dire que les RH deviennent inutiles, bien au contraire. Ça les libère pour faire ce que la machine, elle, ne pourra jamais faire, s'occuper de l'humain. Le rôle des RH change donc complètement de nature. Il ne s'agit plus de gérer la partie visible de l'iceberg, les process, les contrats, mais de plonger pour comprendre tout ce qui se passe en dessous. C'est ce qu'on appelle l'inconscient organisationnel. Toutes ces dynamiques cachées, ces angoisses, ces désirs, qui sont en fait le vrai moteur de l'entreprise. Et l'IA, loin de déshumaniser, peut devenir un outil incroyable. Elle agit un peu comme un miroir, le fameux stade du miroir de Lacan. Elle ne crée pas les problèmes, elle ne fait que les refléter. Par exemple, si un algorithme de recrutement discrimine, c'est qu'il a appris à le faire en se basant sur nos propres données, sur nos propres biais. L'IA, en fait, nous force à nous regarder en face. Troisième partie, on va maintenant formaliser cette idée de nouvelle alliance. La solution, ce serait donc une fusion stratégique entre les ressources humaines et la psychanalyse. Et si on se demande pourquoi c'est si urgent, eh bien les chiffres sont sans appel. Une majorité écrasante des femmes et des jeunes ne sont tout simplement plus prêtes à sacrifier leur santé mentale pour une carrière. Le rapport de force a changé. Ignorer ça, c'est se couper des talents d'aujourd'hui et de demain. Alors concrètement, qu'est-ce que ça change pour une fonction aussi essentielle que le recrutement? On passe d'un modèle où on évalue des compétences, ce qu'une personne sait faire, à un modèle où on essaye de comprendre le désir. Qu'est-ce qui anime cette personne au plus profond? Comment sa propre histoire, sa dynamique intérieure va pouvoir s'articuler avec le projet de l'entreprise? C'est une approche radicalement nouvelle. Quatrième partie. La théorie, c'est bien, mais en pratique, comment on fait? On va voir ça avec 3 leviers très concrets pour passer à l'action. Alors, voici ces 3 piliers. Le premier, la prévention. Il faut arrêter de mettre des pansements sur le stress et s'attaquer à la racine du problème, la structure même du travail. Le deuxième, le recrutement, on vient d'en parler, aller au-delà du CV. Et enfin, le troisième, la gestion des conflits, c'est-à-dire créer de vrais espaces où la parole peut circuler librement sans qu'on attende un résultat productif immédiat. Voilà la question clé du premier levier. Le mot « hystérisante » est un peu fort, c'est vrai, mais il décrit parfaitement ces organisations qui carburent à l'urgence permanente, aux objectifs contradictoires, à la pression constante. Dans un système comme ça, aucune application de méditation ne pourra jamais réparer les dégâts. Et quand on s'attaque à la structure, l'impact est spectaculaire. Les organisations qui le font voient le nombre de salariés se sentant en très bonne santé mentale augmenter de 90%. C'est la preuve que l'investissement dans la structure, et pas juste dans des solutions de surface, est extraordinairement rentable sur le plan humain.
5e et dernière partie. Tout ça nous amène à une conclusion logique. Il faut repenser la façon dont on mesure le succès. Il est temps de parler du bilan émotionnel. Bon, les KPI, les fameux Key Performance Indicators, tout le monde connaît ça, hein. On mesure les résultats, l'efficacité, le financier, c'est la base. L'idée ici, c'est de venir mettre quelque chose à côté, quelque chose de nouveau. Les KPI, le Key Psychological Yield, en français on pourrait dire le rendement psychologique clé, et là on ne parle plus d'argent. On mesure le sens. On ne mesure plus l'efficacité à court terme, mais la durabilité humaine. Au fond, toute cette réflexion repose sur cette métaphore. Il faut arrêter de voir l'entreprise comme une machine froide qu'on doit optimiser et commencer à la voir pour ce qu'elle est, un organisme vivant, un corps qui a ses désirs, ses angoisses, ses rêves, une entité qui, comme nous tous, est en quête de sens. Et tout ça pourrait se résumer en une seule phrase qui est à la fois un avertissement et une immense opportunité. La performance de demain sera émotionnelle ou ne sera pas. La capacité à comprendre et à gérer cet écosystème émotionnel, ce n'est plus une soft skill, c'est la compétence clé pour réussir demain. On se quitte donc avec cette question. Au-delà des bilans financiers, quel est le rendement psychologique de votre organisation ? Est-ce qu'elle crée de la richesse humaine ou est-ce qu'elle en détruit ? C'est peut-être la question la plus importante que les dirigeants devront se poser dans les années à venir. Merci.